Bonjour, je m'appelle Claire Stride, comme vous le savez peut-être si vous avez au moins lu le nom sur l'atelier de cet après-midi. Je suis ravie de vous rencontrer cet après-midi. Je ne connaissais pas du tout l'endroit, c'est la première fois que je viens ici. Et voilà, de voir qu'un samedi de vacances pluvieux, j'ai autant de personnes, ça c'est chouette. Et comme je le disais, 2 hommes, ça c'est l'apothéose, un truc de dingue. D'habitude, il n'y en a jamais autant. Je suis consultante spécialiste en neurosciences. Je suis avant tout dyslexique, dyscalculique, au potentiel, hypersensible et je vais bien. Aujourd'hui, je vais bien. Avant, ce n'était pas le cas. Mais aujourd'hui, j'ai compris qui j'étais et en quoi ma différence était un trésor. Mais franchement, il y a 20 ans, je ne vous aurais jamais dit ça. Je le vivais vraiment très très mal. Je voulais absolument être comme tout le monde. Et on aura l'occasion d'y revenir si vous le souhaitez. J'ai fait plein de choses dans ma vie et à un moment je me suis mise à écrire des livres et à me rendre compte que j'accompagnais des personnes comme moi, atypiques et hypersensibles. Donc là j'ai 2 livres qui sont sortis, un cette année, fin d'année dernière, donc mon enfant est au potentiel et ultra sensible. L'année dernière, ingérable ou atypique, accepter d'accompagner des enfants différents. Et puis j'en avais écrit d'autres que je vous ai amenés si jamais ça vous intéresse aussi. Donc hypersensible, différent, et c'est cool, c'est très important. Un carnet de bord pour elle, parce que je n'ai plus pour il, c'est un carnet pour comprendre et réaliser ses rêves en 60 jours, en vraiment travaillant sur soi quand on est hypersensible, spécial pour les femmes, celui pour hommes il existe, mais je suis en rupture de stock, vous le trouverez sur Amazon. Et un livre qui s'appelle #Renaissance. En fait, j'ai eu de très graves problèmes de santé, j'ai fait ce qu'on appelle une expérience de mort imminente, ce qui a aussi changé ma vie au sens premier du terme. Et j'ai pris conscience de plein de choses et quand j'ai fait le choix conscient de revenir, ce qui me permet d'être devant vous aujourd'hui, ça m'a fait comprendre plein de choses et du coup je le partage aussi dans un livre. Donc si vous voulez, j'allais dire les questions sont ouvertes sur tous les sujets. Je suis pas trop du genre à faire des conférences, à m'écouter parler pendant des heures, ça peut être vraiment chiant, je pense, à un moment. Ce qui m'importe moi surtout c'est de répondre à vos questions. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes venu cet après-midi? De quoi vous avez besoin, avec quel outil vous voulez repartir concrètement pour votre bien-être ou celui de votre famille. J'allais dire, voilà, c'est ouvert, je réponds à toutes vos questions. Si vous voulez des outils concrets, voilà, dites-moi ce que vous souhaitez, ce qui vous a donné envie en fait de venir ici cet après-midi. Voilà, c'est que vous le souhaitez. Est-ce que ça vous convient si on fait comme ça? Oui, bien sûr. Ouais, ok. Alors, qui a une question? Qui veut commencer? C'est toujours difficile de se lancer. Oh, c'est pas difficile. C'est quoi être hypersensible? Ah là là. L'hypersensibilité, au sens scientifique du terme, c'est avoir ce qu'on appelle des hypersens. C'est-à-dire que, en fait, donc, toutes les personnes neuroatypiques, dyslexiques, dyspraxiques, au potentiel, autistes, etc., et hypersensibles, on a un cerveau différent de la moyenne. On a à peu près un quart de la population, entre les hypersensibles et les neuroatypiques, à avoir un câblage neuronal différent. Plus de neurones et des connexions qui ne sont pas pareilles. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des amas de neurones qui étaient rassemblés au niveau de l'amygdale, notamment. C'est l'organe qui gère les émotions et notamment la peur, ça c'est très très important. Et puis au niveau du langage, au niveau de plein d'endroits, en fait, on a plus de neurones. Et pour ceux qui sont hypersensibles, on en a plus dans tous les traitements qui sont en lien avec les sens. Les sens, la vue, l'ouïe, etc. Les hypersensibles vont avoir beaucoup de mal à supporter la lumière qui est au-dessus, vont être incommodés par les bruits, les odeurs, je ne vous en parle pas, c'est un cauchemar, et les textures. Alors, on va voir s'il y a des hypersensibles dans la salle. L'idée d'avoir un vêtement mouillé qui vous colle à la peau, des petits grains de sable entre les orteils, un tissu un peu rugueux sur lequel on se met. C'est affreux. C'est un peu comme si on nous passait du papier de verre en fait. On capte beaucoup plus d'informations. Et dans cette hypersensibilité, donc il y a nos hypersens, il y a aussi un hypertraitement d'informations. Et donc tout est hypersensible chez nous. D'où le fait que la plupart des hypersensibles sont souvent malades parce qu'il faut qu'on apprenne à booster notre immunité et à être plus en accord avec l'environnement. Dans cette hypersensibilité, il y a une meilleure connaissance et compréhension du monde, une vraie connexion à la nature et une empathie de malade avec les gens. Parce qu'on a effectivement beaucoup plus de neurones qui sont reliés à ces parties du cerveau. Et du coup, on fonctionne comme des éponges avec les gens. On va ressentir un lieu. Il y a des fois des endroits où on va rentrer, on ne va pas vouloir mettre un orteil. Parce qu'on va sentir vraiment que c'est toxique. Aujourd'hui, on comprend que c'est toxique, mais au début, c'est non, je ne peux pas y aller, je ne me sens pas bien. On va rencontrer des personnes, on va vraiment être sur cette notion de je la sens pas. Et à contrario,
contrario, il va y avoir des endroits où vous rentrez et vous allez dire waouh, c'est hyper bien ici, je suis posée et tout, ça fait du bien, et des gens avec lesquels vous allez vous sentir extrêmement bien. Je vois que ça parle à certains, à certaines. Donc l'hypersensibilité, c'est ça. Et c'est aussi une façon d'interagir avec le monde. C'est-à-dire qu'on est guidé par la notion de justice, plutôt sur comment combattre l'injustice. Tout ce qui nous semble injuste, en fait, c'est intolérable. Et on a beaucoup de mal à trouver notre place avec les gens. On ne pige rien du tout aux codes sociaux. L'amour, on n'a vraiment pas encore compris comment ça fonctionnait par rapport aux autres, vraiment. Par rapport à nous-mêmes, c'est encore une grande énigme. Et il y a cette difficulté à trouver le juste équilibre entre on est au service d'eux, on est au service des gens, on est au service de la planète, on est au service de l'humanité, on est au service de l'univers, vous mettez le mot que vous voulez, et le fait de ne pas s'oublier dans l'équation. C'est à peu près ça, être hypersensible. Il n'y a pas de test scientifique aujourd'hui pour le prouver, je vais dire on va pas vous faire une IRM pour vous dire voilà vous êtes hypersensible. Par contre, il y a l'Observatoire de la sensibilité qui a développé des tests d'analyse comportementale là-dessus. Moi j'ai une de mes collaboratrices qui fait passer voilà, justement un test. Alors c'est très drôle parce qu'elle m'a fait passer, je lui ai dit bon, avant que je te le vende quand même, j'aimerais bien tester le truc pour être sûre. Et c'était très très intéressant parce que même si moi j'ai beaucoup travaillé sur mon hypersensibilité pour que ce soit plus un handicap, parce que c'est ce que j'entends, je reçois énormément de messages tous les jours, soit par Facebook, Instagram, etc., ou par mail, et des gens qui me disent je ne veux plus être hypersensible, je vis ça comme un handicap, je suis malheureuse, ça me pollue, j'arrive à rien faire et je veux que ça cesse. Alors en fait ça cessera pas, hein. C'est un peu comme si vous me disiez je ne veux plus faire 1m60 ou 1m80 ou je ne veux plus voir. Alors, il y a des moyens radicaux pour arrêter ces choses-là, mais on va éviter. C'est comprendre comment notre sensibilité, on en fait une force en fait. Et c'est là où, c'est un travail que j'ai opéré sur moi-même et que j'aide à faire pour plein de personnes, c'est comprendre que notre hypersensibilité nous donne une grille de lecture du monde que les autres n'ont pas. Par contre, c'est comprendre aussi que s'ils ne l'ont pas, ils ne peuvent pas la comprendre si je ne leur explique pas ce que je ressens. C'est toujours, en fait, on voit pratiquement les mêmes choses avec une intensité différente. On vit les choses avec une intensité différente. Il y a cette phrase de Flaubert que j'adore, que je massacre à chaque fois, mais l'idée elle est là. Je suis douée d'une sensibilité absurde, ce qui vous érafle me déchire. Et vous avez vraiment vous avez les frissons en vous la disant, ça aussi c'est hyper sensible, je ressens les émotions des gens. C'est vraiment cette différence entre les raflures et la déchirure que notre hypersensibilité se joue en fait. Physiquement, les hypersensibles, on est à peu près normaux normalement, ouais, ça passe, on se rend bien dans la masse. Par contre, c'est intérieurement tout ce qui va se passer dans notre corps, dans notre tête, toutes les pensées qui tournent en boucle tout le temps, et avec ce besoin vraiment vissé au bide. Est-ce que je suis utile? Est-ce que j'ai fait du bien aux gens? Et surtout, est-ce que j'ai pas fait de mal? C'est même plus ça. Est-ce que j'ai pas fait de mal? Est-ce que j'ai pas blessé quelqu'un? Est-ce que j'ai pas fait un truc horrible? Voilà. On se prend la tête pas mal. Mais une fois qu'on a compris comment en faire une force, c'est chouette. Ça répond à votre question? Oui. Oui. Qu'est-ce qui vous attire, vous, qu'est-ce qui fait que vous vous intéressez à l'hypersensibilité? C'est parce que vous ne connaissez pas? Non, c'est parce que dans ma tête, c'est un mot... Alors, hyper à la mode des marketing, voilà, on est d'accord. Oui. Je me dis, bon, moi je me sens sensible, mais est-ce que je suis hypersensible ou est-ce que je suis juste sensible? Après, quand vous donnez tous les exemples, je me dis, ah bah oui. Donc j'ai coché toutes les cases. Pour autant, est-ce que je suis hypersensible? Je sais pas... Ça dépend comment vous le vivez en fait. L'hypersensibilité, ce qu'il faut savoir là pour le coup au niveau scientifique du terme, c'est que c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas que chez l'être humain mais chez une centaine d'espèces. Et c'est une caractéristique d'évolution en fait des espèces pour s'adapter à notre monde trop violent. Un petit point, je vous laisse chacun comprendre ce qu'il y a à comprendre derrière. J'ai bossé sur une thèse super intéressante de Bianca Acevedo, alors c'est une thèse américaine qui s'appelle le cerveau hypersensible, The High Sensitive Brain. Et justement, elle explique voilà, ce câblage neuronal, cette logique comportementale, on la retrouve chez une centaine d'espèces. Alors, je ne sais pas trop comment elle l'a mesuré, honnêtement, chez le poisson et la mouche, que je n'en ai pas la moindre idée, mais ça a été fait. Mais effectivement, on s'est rendu compte qu'il y avait ces caractéristiques. Donc, à la base, on est des êtres humains sensibles, je vous l'accorde. À la base, nous avons un cerveau qui est fait pour communiquer et être dans l'empathie. Donc, oui, être attendri par des choses, c'est normal. Ressentir des émotions, c'est normal. Ensuite, c'est quand je vous parlais vraiment de cette logique d'intensité. Et quand cette intensité vous empêche au début d'être bien. Parce qu'on va vous dire, depuis que vous êtes petit, que
vous en faites des caisses, que vous êtes tout le temps à fleur de peau, que vous prenez tout trop personnellement, que vous êtes en mode victime permanent, que le monde ne tourne pas autour de vous, que qu'est-ce qu'on peut vous avoir dit encore, que vous faisiez des histoires pour rien, que vous êtes jamais contente, que ça, voilà, que vous comprenez définitivement jamais rien, que vous vous êtes fait des histoires, enfin voilà. En plus, en général, on croit les gens quand ils donnent leurs paroles, donc on ne comprend pas pourquoi ils la tiennent pas. Donc voilà, on ne comprend rien au mensonge, on ne comprend rien à, comment dire, à tout ce qui est caché, à toutes ces choses-là. C'est assez particulier. Donc, la question, j'allais dire, c'est êtes-vous hypersensible ou pas? Peut-être, le tout, c'est d'être bien dans votre comportement. C'est pas être en souffrance. En fait. Voilà, de pas être en souffrance. Exactement. Et le sensible ne l'est pas. Ah, en gros. Alors, oui et non, parce qu'il y a des gens non hypersensibles qui vont très mal aussi. Regardez, on est pas mal. Mais c'est vrai qu'il ressort peut-être de voilà, c'est la souffrance. Voilà, la souffrance profonde de l'hypersensible, elle est sur personne ne me comprend, je trouve pas ma place, j'en peux plus, on me comprend pas au boulot, je m'oublie. Enfin voilà, il y a quand même l'hypersensible qui va mal, et comme ça. L'hypersensible qui en a fait une force et qui va bien. Voilà. Et quelqu'un de magique. Vraiment. Et le fait d'évoluer, voilà, c'est un peu comme des stades de Pokémon, hein, si on veut. C'est voilà, fou, je me relève, je prends ma place et j'assume d'avoir les larmes qui vont monter aux yeux parce qu'il y a des choses qui me touchent. J'assume de ressentir les choses. J'assume de dire non si j'ai pas envie de rentrer dans un lieu parce que je me sens pas bien. J'assume de ne pas porter des choses qui ne me correspondent pas. J'assume de faire un métier qui est en lien avec mes valeurs. Ça, c'est hyper important. Plus vous vous affirmez dans qui vous êtes, je dirais hypersensible ou pas hypersensible, ça vous aidera à être, enfin, ça vous permettra d'être heureux. Donc là, c'est en fait aujourd'hui dans votre hypersensibilité, le tout c'est que vous la viviez bien en fait, et que vous en fassiez profiter les autres, parce qu'effectivement, on a cette façon de voir le monde. Alors, on va nous dire qu'on est perché, qu'on vit chez les bisounours et tout ça. Et ben oui, tout en étant conscient que la vie est pas si simple et tout en étant conscient, enfin vraiment lucide des choses difficiles qu'on peut vivre au quotidien. Mais oui, on a ce regard doux, empathique, bienveillant sur ce qui se passe autour de nous et la lumière nous fait mal aux yeux et le bruit nous incommode et les rassemblements de plein de personnes sont anxiogènes et toutes ces choses-là. Et du coup, on s'adapte. Pourquoi je ne connais pas ce magasin? Parce que pour moi, le seul fait de venir apporter, c'est pas possible en fait. Enfin, les zones commerciales comme ça, c'est juste pas possible. Porter un samedi après-midi, je suis au-delà de tout pour être avec vous cet après-midi quand même. Et je suis ravie que vous soyez pas plus nombreux. Parce que c'est pas confort. Parce que pour moi, c'est absolument pas confort d'être dans les embouteillages, trop de stimuli partout, plein de gens, genre je dirais pas chez Ikea, quoi, plein de gens partout autour et surtout la frénésie en fait émotionnelle qu'il y a partout autour qui est compliquée. Donc le tout c'est de s'écouter et vraiment de comprendre son mode de fonctionnement. Et là vous pouvez tout vivre. Oui. Entre adultes, quand on est enfant, pour ma part, l'impression que j'avais c'était que mais je comprends pas, c'est évident pour moi, pourquoi ce n'est pas pour les autres? Et pourtant c'est moi petit, ce sont les adultes, c'est comme s'il y avait une inversion. Ouais. Et à l'époque on ne parlait pas de l'hypersensibilité. Non. Je n'étais pas dans une case. Et l'autre élément aussi, vous parlez par rapport aux éléments extérieurs, c'est cette communication avec pour faire le monde animal. Pareil, mais pourquoi les gens ne ressentent pas les animaux? C'est évident. Et se sentir dans ce monde-là, moi je me sentais un extraterrestre. Voilà. Et encore plus en étant un homme, sans caricaturer, mais on n'attend pas de vous que vous ayez cette sensibilité. On attend de vous que vous soyez fort, que vous preniez les bonnes décisions, que vous alliez bosser, etc., que vous preniez des responsabilités. Mais on n'attend pas du tout de vous que vous soyez en extase devant une pâquerette ou un scarabée. Et c'est ça aussi où c'est extrêmement compliqué, parce que, effectivement, le mot hypersensible, ça fait quoi, 3-4 ans allez, je crois que depuis 2 ans, c'est l'apothéose marketing où on le retrouve à toutes les sauces. C'est compliqué de faire le tri par rapport à tout ça. D'un côté, c'est chouette qu'on en parle, d'un autre, c'est dommage que ça serve de support de business, j'allais dire, il faut tout pour faire un monde, hein, c'est comme la mode de tout, voilà. On n'en parle pas au sens scientifique et médical depuis si longtemps que ça, parce qu'en fait, on ne sait pas, on découvre. La première à en avoir parlé, c'est Hélène Aron, hein, il y a déjà une vingtaine d'années, cette psychologue américaine qui effectivement voyait bien qu'elle-même et ses enfants avaient des comportements curieux, différents, ne vivaient pas les émotions de la même façon. Et c'est vrai qu'on a aussi cette tendance, mais ça j'allais dire c'est dans l'éducation française, occidentale, de ne pas considérer l'enfant
à sa juste place. On considère l'enfant comme un sous-adulte. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Alors qu'un enfant est un enfant. Un enfant est un être en devenir et ce qu'il vit à sa hauteur et à sa réalité, c'est à sa hauteur, comme moi je vis le truc qui est à ma hauteur en fait, ça a le même impact. Mais on minimise toujours ce que vivent les enfants. La pire phrase à dire à un enfant, et encore plus à un enfant hypersensible, c'est pas grave. Si, c'est grave dans ma réalité en fait, et j'ai besoin que ce soit considéré parce que qu'est-ce que l'enfant entend dans ces moments-là? Il entend que qui il est et ce qu'il ressent, ça ne va pas. Il n'est pas écouté, il n'est pas considéré, résultat qui il est, ça ne va pas, résultat il emmagasine, il garde ça à l'intérieur et du coup des gens comme moi, on a trop de boulot. Donc c'est ça qui est dur et merci de le souligner, c'est qu'effectivement avant on ne s'intéressait pas du tout à ces choses-là. Et on a du mal encore aujourd'hui, j'ai beaucoup travaillé sur tout ce qui est comportement de l'enfant, neuropédagogie, toutes ces choses-là, et notamment chez les enfants avec un TDAH, je ne sais pas si vous connaissez, voilà, le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité, les enfants au potentiel, les enfants 10, je suis formée au Québec, hein, bien évidemment, et sur les 1000 émotions de l'enfant, ça s'appelait cette formation passionnante, il y avait on apprend en fait aujourd'hui, on parle beaucoup. La base, c'est ce qu'on appelle les neurosciences affectives. On s'est enfin rendu compte qu'aimer un enfant, ça pouvait l'aider. On progresse, franchement, on progresse. Et en fait, on ne savait pas, c'est toujours ça le truc, c'est que voilà, on ne savait pas, que l'amour était aussi important pour un enfant dans la construction de son identité, dans la construction du lien qu'il a avec ses parents, mais qu'en même temps, il a besoin, la seule chose dont un enfant a besoin, c'est un cadre sécuritaire, émotionnel. Mais il a besoin de ce cadre sécuritaire émotionnel pour le challenger. Il va se construire, vous savez, hein, un enfant, ça se construit pour certaines choses et en contre d'autres choses. Et il a besoin d'avoir ce périmètre de sécurité où il peut se lâcher. Il y a un truc que je dis toujours, en général, c'est les mamans qui ont droit à ce rôle-là. L'enfant va être le plus odieux avec le parent qu'il préfère. Parce qu'il sait qu'en fait, quoi qu'il fasse, il sera toujours aimé, c'est hyper pratique. Et il y a parce que l'enfant a besoin de lâcher, de décompresser, de décompenser quand il rentre à la maison. Et c'est beaucoup plus facile de hurler face à la mère qui va faire ce qu'elle peut, plutôt que face au père qui lui va être beaucoup plus cadrant et ne pas être dans cet accueil-là. J'ai quelques familles où c'est le contraire, mais j'en ai pas beaucoup. J'ai quelques, voilà, il y en a moins. Donc du coup, il y a cette compréhension enfin que l'enfant a besoin d'un cadre sécuritaire, affectif et émotionnel. Tous les enfants. L'enfant hypersensible a besoin qu'on l'aide à comprendre pourquoi chez lui c'est aussi intense. Dans un ouvrage dans une formation que j'ai faite, toujours sur le comportement de l'enfant, le formateur nous racontait que un soir, il était rentré chez lui et il était excédé, il n'en pouvait plus, il était à bout de nerfs, franchement, journée horrible. Il avait un bébé qui avait 6-7 mois. Sa femme est en train de changer le bébé. Il arrive dans la pièce, il touche son enfant. L'enfant s'est mis à hurler. Et à hurler, mais avec une souffrance incroyable. Comme si l'enfant avait complètement absorbé en fait, voilà, l'énergie, l'émotion avec laquelle le père rentrait. Et bon, comme il est neuropsy, du coup, il a compris le truc et il s'est excusé auprès de son enfant. Il a expliqué que c'était son émotion, qu'il n'avait pas à la prendre, etc. On devrait tous faire ça en fait dans l'éducation des enfants. Et c'est vrai que son enfant est hypersensible, il s'en est rendu compte. Alors, pareil avec les réactions cutanées, avec toutes ces choses-là. Problème de troubles alimentaires et tout ça. En général, hein, je vous disais, quand on est hypersensible, on a aussi quelques petits packages qui vont avec. Moi, c'est le glutané, le lactose qui a été un vrai désastre. Et je l'ai su que récemment, j'allais dire que 11 ans, je sais que je suis intolérante à ça, alors que je suis malade depuis que je suis née et ça n'a pas aidé. Et du coup, voilà, il y a toutes ces choses-là qui font que, oui, avant on n'en parlait pas et aujourd'hui on commence à comprendre. Alors, c'est vrai que ça fait un poids énorme sur les épaules des parents, cette prise de conscience un enfant hypersensible, il a besoin de ça, un enfant neuroatypique, il a besoin de ça, un ado, il a besoin de ça, mais la première chose dont ils ont besoin, c'est d'avoir des parents qui tiennent le coup. Donc moi, c'est vrai que j'ai tendance à dire que pour bien prendre soin des enfants, d'abord prenons soin des parents. Parce que c'est vous qui gérez, c'est vous qui portez, et c'est vous qui faites du mieux que vous pouvez par rapport à tout ça. Et comme on est aussi dans cette
dans cette période où on ose se poser ce type de questions et avoir ce type de conversation, ce qui est quand même génial, mais ça nous remet vachement en question, un, sur notre éducation, deux, sur celle qu'on a pu transmettre, sur les choix qu'on a pu faire, et puis on se dit, ok, c'est bien mignon tout ça, c'est de la jolie théorie, mais un, j'ai pas le temps, deux, ça me fait hyper mal si je vais gratter là-dedans, trois, je me sens pas à la hauteur, quatre, je fais comment? Et ce qui me surprend toujours, c'est que ça fait quand même des années qu'on parle de ces différences de cerveau. Alors, l'hypersensibilité est un cas à part, mais quand je vois la dyslexie, par exemple, c'est à nouveau la dyslexie, je veux dire, on sait que ça existe depuis quand même, enfin, moi j'ai 43 ans, j'ai été diagnostiquée dyslexique à 6 ans, ça fait un paquet d'années quand même, mais il y a eu des dyslexiques avant moi, hyper connus, comme Einstein, Léonard de Vinci, on en parlait. De voir et de constater toujours la souffrance des personnes qui le vivent et qui me disent « je suis seule ». On est un quart de la population à être neuroatypique. Donc j'ai quand même 1 sur 4, on devrait réussir à pouvoir s'entraider. Et en fait, il y a toujours cette souffrance de « je suis seule face au monde qui ne me comprend pas et je ne sais pas par quel bout attaquer le problème ». Donc c'est pour ça que, en tout cas, j'essaye à travers les livres, vous verrez si ça vous intéresse, de toujours être dans cette bienveillance et considération de votre réalité. Vous n'allez pas refaire le monde, vous n'allez pas renier qui vous êtes et changer toute votre vie. Vous allez déjà faire la paix avec qui vous êtes et dire ok, de toute façon, je fais de mon mieux. Et que je sois hypersensible, que je sois au potentiel, que je sois neuroatypique ou quoi que ce soit, je fais de mon mieux avec les outils que j'ai. Parce que notre plus grande, notre plus grande incompétence, entre guillemets, elle vient de notre ignorance. On ne savait pas. On ne savait pas ce qu'il fallait faire. Vos parents, ils ne savaient pas quoi faire avec le comportement que vous aviez et ils ne pouvaient pas vous expliquer pourquoi vous, ce que vous voyez, eux, ils ne le comprenaient pas parce qu'ils n'avaient même pas conscience que vous voyez les choses différemment. Il faut savoir aussi que notre cerveau, il ne peut pas piger que le cerveau d'en face, il ne voit pas pareil. Alors pour notre cerveau, on a un peu Dieu en fait, hein, c'est assez pratique. Je vois, je comprends, je juge, j'analyse et tout le monde fait pareil. Ou c'est moi qui vois, c'est moi qui ressens, donc je détiens la vérité ultime et suprême. Non. Un jour, on se rend compte qu'on n'est pas Dieu, c'est compliqué, et voilà. Et c'est hyper confrontant, toutes ces choses-là. Oui. Comment on peut accompagner un enfant hypersensible? Alors, en tant que parent ou en tant que professionnel? En tant que parent. Avec le professionnel. Et en tant que professionnel. Alors, quel âge a votre enfant? 6 ans. Ok. On est sur le bon âge. Bon âge parce que le cerveau commence et va bientôt être fini sur la gestion émotionnelle. C'est à 7 ans que la partie du cerveau qui gère les émotions se stabilise. Donc à 7 ans, l'enfant arrive à faire la différence entre la colère, la tristesse, la joie, etc. Le faire parler, en fait, c'est le faire verbaliser, lui faire verbaliser un maximum de choses. Quand vous sentez qu'il ne va pas bien ou qu'il vit quelque chose où il n'est pas bien, c'est lui demander ce qu'il est en train de vivre. L'aiguiller s'il vous dit je sais pas, je sais pas, je sais pas, parce que c'est vrai qu'il y a trop d'infos en fait dans le cerveau et ce qui fait qu'il y a trop de choses à trier, donc c'est plus facile de dire je sais pas plutôt que la multitude de choses. Dire ok, est-ce que tu ressens ça, est-ce que tu ressens ça, et surtout qu'est-ce que je peux faire pour toi? Parce que j'ai observé une posture, il y a beaucoup d'enfants hypersensibles qui attendent que leurs parents les sauvent, en fait. C'est sauve-moi, occupe-toi de moi, j'y arrive pas tel que je suis là dans le monde. Je suis pas fait pour ça, ça va pas être gérable, trouve-moi une solution. Mais discuter avec lui et lui dire qu'est-ce que toi tu peux faire et qu'est-ce que moi je peux faire pour toi, c'est déjà, j'allais dire, avancer en équipe en fait, quelque part. Parce que le but, c'est que vous le rendiez autonome par rapport à tout ceci et que vous lui montrez les trucs chouettes aussi qui vont avec ça. Donc c'est bien de lui faire prendre conscience des moments où c'est joyeux, des moments où il se sent bien. J'ai plein de parents qui m'appellent en disant que leur gamin ne va pas bien. La première question que je pose, c'est à quel moment votre gamin s'éclate? À quel moment est-ce qu'il est dans le rire, dans la joie, dans un jeu? À quel moment il va bien? Et donc, ça, c'est votre indicateur. Quand votre enfant va bien sur un truc, comme il a besoin de se construire dans une logique de victoire, de réussite, il a besoin d'être sur quelque chose de positif, donc sa dose de dopamine que le cerveau lui donner à ce moment-là, c'est déjà regarder quand il va bien. Et lui dire, hé, là, t'as vu? C'est chouette, on est en train de vivre un très beau moment. Et comme ça s'emmagasine dans le cerveau et ça construit la confiance en soi et l'estime de soi. Et ça lui montre que du coup, il est capable d'avancer, il est capable de gérer tel truc. Ensuite, quand il vous demande de l'aide ou quand il arrive à vous verbaliser de l'aide, il y a des choses que vous pourrez faire, des choses que vous ne pourrez pas faire, des choses que vous pourrez co-construire ensemble. Les cas les plus fréquents que j'ai en général, c'est le rapport à la violence,
le rapport à l'injustice dans le monde, en gros l'école qui pose problème aussi, l'institut qui ne comprend pas, etc. Là, c'est commencer à expliquer que, encore une fois, on n'est pas Dieu, et que dans la vie, il va y avoir plein de gens avec des profils différents. Et c'est toujours essayer d'aller trouver, comment dire, un dialogue, ouvrir un dialogue. Je prends le cas, une fois on m'a appelé pour des parents qui avaient été convoqués parce que leur enfant ne supportait pas la violence dans la cour d'école et qu'il allait falloir quand même qu'ils s'aguerrissent. À un moment, est-ce qu'on marche sur la tête ou pas? Je m'interroge, voilà. Donc la maman m'appelle complètement catastrophée, elle me dit: je fais quoi? Je change d'école, je sais pas, je réfléchis. Voilà, je fais quoi? Tu en parles avec lui. Et lui parler vraiment de c'est quoi cette violence? Oui, la violence, elle fait partie de la vie. On voit bien, les animaux, ils se bouffent entre eux et ça fait partie de ça. Maintenant, c'est qu'est-ce qui est tolérable, qu'est-ce qui n'est pas tolérable. Et qu'est-ce qu'il a envie de vivre et pas vivre. On ne va surtout pas forcer un gamin à s'endurcir. On ne va surtout pas le forcer à avoir des choses horribles parce que ça va le marquer à vie. Vous connaissez peut-être tous les blessures qui empêchent d'être soi et qui, du coup, nous font grandir avec nos fragilités, peur d'abandon, peur de rejet, trahison, etc. Ça, c'est des blessures qui se font entre 0 et 6 ans, en fait. Donc, c'est sur cette période-là que ça se fait. Donc, c'est vraiment être dans un dialogue, lui dire: ok, qu'est-ce qui te paraîtrait juste, toi? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu vois des enfants qui se battent dans la cour, tu n'aimes pas ça. Eh ben, tu as le droit d'aller le dire à l'adulte. Après, ça implique d'aller discuter avec l'adulte et de dire voilà, et on ne met pas le boulot hypersensible, parce que c'est tout de suite qu'il y a tel au vent. C'est voilà, mon enfant, en fait, il n'aime pas la violence et il a le droit. Et ça va être aussi dans votre affirmation de parents de dire je suis complètement OK avec le fait que mon gamin n'aime pas la violence, en fait. Donc, j'attends pas de vous, c'est le gendarme ou quoi que ce soit, juste accepter que mon enfant vienne vous dire je ne suis pas au clair avec cette situation. Et vous allez grandir avec votre enfant, vraiment, pour comprendre comment il avance, ce qui lui fait du bien, ce qui lui fait du mal. Mais c'est vraiment être dans cette logique d'échange et surtout dites-lui vous ce que vous vivez. Ça, c'est hyper important parce que vous l'avez dit, l'enfant il a besoin d'être compris ou il a besoin d'avoir un point de comparaison. Ça, c'est la façon dont fonctionne notre cerveau. Donc, ce qui va être important, c'est vraiment de dire ok, toi tu vis ça comme ça, moi aussi je le vis comme ça, ou alors moi tu vois, je le vis pas du tout comme ça. Et de lui expliquer et de discuter avec plusieurs membres de la famille ou d'autres personnes, des copains, etc. de ok, toi comment tu vis le truc en fait. Je fais beaucoup d'accompagnement en famille où en fait moi mon job c'est je mets tout le monde autour de la table ou sur le canapé, animaux de compagnie inclus, et chacun me raconte sa réalité. Pour dire ok, la situation, toi tu l'as vu comme ça, toi tu l'as vu comme ça, toi tu l'as vu comme ça. Écoutez chacun la réalité de l'autre parce qu'on pense toujours qu'on vit tous les choses de la même façon. Et en tant que super parent, n'en faites pas plus que ce que vous pouvez. Vous ne l'empêcherez pas de souffrir. Vous ne pourrez pas le protéger de tout ce qui existe. Et vous n'allez pas aller arrêter la guerre en Ukraine et vous n'allez pas arrêter le Covid. Donc voilà, c'est aussi être sur ces logiques de voilà ce que je peux faire, voilà ce que je ne peux pas faire. Et c'est toujours l'aider à le ramener à quelque chose qui lui permet de s'apaiser, mais tout en étant dans l'accueil et l'acceptation de la tristesse, de la colère, parce que ça fait partie de la vie. Et parce que nous aussi, à un moment on est triste, à un moment on est en colère, on a besoin de le vivre. C'est souvent l'école qui renvoie aux parents à aller consulter. Est-ce que votre enfant... L'école, c'est le révélateur social en fait. Soit c'est l'école, soit c'est la crèche, ça dépend. Les enfants qui ont été chez une nounou, ils étaient 1 ou 2, ça ne se vit pas de la même façon qu'une crèche ou que l'école. Voilà, l'école, c'est le moment où on vous met dans la masse et on vous met de la norme sur la tronche. Donc à partir de là, on doit réussir à écrire à tel âge, à lire tel truc, à tel âge, à faire les multiplications de telle façon et pas d'une autre et machin. Et surtout, si on peut ne pas bouger, c'est mieux. Alors j'aimerais savoir à quel moment, en fait, un être humain est fait pour rester assis 7 heures par jour sur le jet. Jamais. Un enfant, certainement pas. La Finlande, alors, il y avait un cap encore plus loin qu'avant, où maintenant, tout ce qui est maternel, eh ben, c'est des cabanes dans les arbres. Et c'est génial, parce que l'enfant, il a besoin de ça. Il a besoin d'être dehors, déjà, pour son système immunitaire, etc., et l'oxygénation du cerveau et tout et tout. Il a besoin d'être en contact avec les autres, il a besoin surtout d'être coupé des écrans, et il a besoin de réfléchir avec ce qu'il a sous la main. On ne va pas l'envoyer en truc de survie, hein, on est bien d'accord, mais rien qu'un jardin, déjà, c'est suffisant. Et un jardin avec des copains en disant, vas-y, tu fais ça. Oui, les gamins, ils sont toute la journée dehors. Ils sont toute la journée dehors et ils vont bien, et ils sont pas malades et ils sont pas agressifs.
Parce que là, ce qui est super difficile aujourd'hui, alors avec l'école, c'est le fait que les enseignants déjà sont abonnés, etc., par rapport à un système qui est complètement indépendant des enfants. Ensuite, le nombre d'enfants par classe, on les aide, et puis le fait que est-ce qu'on a plus d'enfants atypiques qu'avant? Est-ce qu'on les identifie plus? Est-ce que... On ne sait pas trop, hein, c'est un peu la fait la poule, on ne sait pas. Mais toujours est-il qu'on se retrouve avec plein de cas chelous et on fait « Oula, mon Dieu, comment je gère ?» Et que le premier réflexe de protection, et qui est complètement humain, c'est pas mon job. J'ai été prof moi, pendant 12 ans. Je me souviens d'une copine un jour qui m'appelle, elle me fait « Rentrée de 6e », elle me dit « Allez, ça va te plaire. J'ai un autiste, 2 aveugles, 4 dyslexiques et 3 hyperactifs. Et 20 autres. » Voilà. Elle me dit je ne sais pas comment je vais passer mon année parce que je suis censée avoir 4 personnes qui les aident mais qui ne sont pas formées pour les aider. Hein, voilà, parce que bien sûr, à un enfant dyslexique, quand on lui met une aide avec un ordinateur, bon, ça coupe l'apprentissage au niveau du cerveau. Même si c'est aidant, il y a besoin d'avoir toute la logique cognitive. Et si on vous met quelqu'un qui a le bac et rien de plus et qui va juste écrire ce que dit le prof, ça sert à rien, à part à se payer une bonne conscience, on est bien d'accord. Voilà, et c'est notre système qui est pourri par rapport à ça, c'est-à-dire qu'on ne forme pas les gens sur les bonnes choses par rapport à tout ça. Donc c'est triste de voir qu'en fait, avec plein de bonne volonté, on n'arrive pas à aider les enfants. Enfants qui, quand ils ont fini l'école, se tapent l'orthophoniste, la psychomote, la neuropsy, le truc, le bidule, et le gamin, il a fait une semaine plus fatigante que la vôtre, et après, vous allez lui demander de faire les devoirs. Et on se demande pourquoi il ne veut pas. C'est hyper difficile. Donc dans l'accompagnement professionnel pour les enfants hypersensibles et atypiques, là aussi c'est être à l'écoute et surtout toujours trouver le moteur, trouver ce qui fait sens, trouver ce qui lui plaît. Je sais que j'ai bossé avec des gamins, avec des mangas, des jeux vidéo, des trucs. Il y en avait même un avec lequel j'étais connectée sur une plateforme à 1h du matin pour empêcher qu'ils se suicident et qu'ils apprennent et qu'ils avancent. Voilà, je veux dire, à un moment, on va chercher tous les ressorts qu'on peut quand on est face à tout ça, parce que chez les enfants hypersensibles et neuroatypiques, il y a un gros potentiel d'autodestruction et il y a un gros potentiel d'addiction. Et cette plongée dans le down, dans le dark, dans ce que vous voulez, dans la dépression, en gros qui est livrée là pour le coup comme option, mais qu'on active plus que l'option empathie en fait. Parce que à pas comprendre qui on est, comment on fonctionne, et ben forcément on se mure, on se dit qu'on n'est pas bien, qu'on n'a pas le droit d'exister comme ça, et on s'autodétruit. Et ça arrive enfant. J'ai de plus en plus d'appels pour des tentatives de suicide à 9, 10, 12 ans. Ouais, alors et puis là depuis 2 ans c'est chaud, hein. Franchement là c'est dur. Et après, adolescence, il y a aussi cet autre phénomène, c'est les jeunes adultes qui repoussent le plus tard possible le fait d'être adulte. Bon, t'es adulte à 35 ans à peu près. Hein. Il y a je veux pas grandir. J'ai pas mal de jeunes de 25-27 ans, quand vous discutez avec eux, vous avez l'impression qu'ils ont 17-18 ans. Et ça vient pas de la maturité. Non, ça vient de... ça vient déjà de ce qu'on vit, ça vient aussi d'une certaine sensibilité, de la peur de grandir. Quand on est neuroatypique et hypersensible, on a une grande lucidité des choses, et franchement, quand on regarde la vie, ça ne vaut pas du rêve. Alors moi, on me disait, c'est ce que je voulais demander, si la fragilité était liée, ou s'il y avait une relation entre la fragilité, la sensibilité... Qu'est-ce que vous appelez fragilité? Ben justement, quand vous parlez de suicide, bon, c'était pas suicidaire, mais on me disait toujours que t'es fragile, t'es trop fragile, t'es hypersensible, t'es trop fragile. Donc je pensais pas au suicide, mais j'étais tellement mal que je me demandais ce que je faisais là. Alors, avec votre définition de la fragilité, oui, c'est lié à l'hypersensibilité. Ah oui, tout à fait. Pas hypersensible peut-être, parce que je sais pas si j'étais hypersensible, mais je suis pas sensible. En tout cas, un mal-être profond qui fait qu'à un moment on sature et on n'accepte pas ce qu'il y a autour de nous. Maintenant, est-ce que c'est mal de ne pas accepter ce qu'il y a autour de nous quand on voit ce qu'il y a autour de nous? Je pense que peut-être on est les personnes les plus saines du monde, j'en sais rien, je me demande, je m'interroge. C'est ça qui est déroutant. Toujours est-il qu'il y a plein de personnes effectivement qui vont mal et que quand on est jeune ou ado, on est effectivement plus sensible à tout ça parce que en plus il faut savoir qu'au niveau du développement du cerveau, toutes les connexions ne sont pas encore finies, le cerveau est fini à l'âge de 25 ans. Et notamment au moment de l'adolescence, alors il y a un gros boost des hormones sexuelles qui viennent tout bouleverser et du coup en fait après on est un peu en mode binaire.
Donc c'est j'aime pas, je suis ok, je suis pas ok. Et tout ce qui vient remettre en question ou faire réfléchir, c'est du rejet ou de l'adoption totale. Et le cerveau a besoin d'être dans quelque chose qui lui fait du bien tout le temps. Et s'il ne l'a pas, il plonge. Et donc c'est aussi un mécanisme naturel. C'est pour ça que élever les enfants, moi je remettrais des médailles d'or à tous les parents, hein, vraiment, parce que élever un enfant dans le contexte dans lequel on est, c'est-à-dire, j'allais dire, speed, où on vous demande et de gérer au boulot, et de gérer vos loisirs, et de gérer vos vacances, et de gérer la maison, et de gérer tout gérer. Et puis si en plus vous faire des belles photos Instagram, c'est bien quand même, hein, histoire de bien montrer au monde entier que vous avez validé, que vous êtes la super maman et le super papa du jour, bah on a une pression de malade mentale sur les épaules en fait. Donc, et puis cette pression de la performance, il faut qu'il ait de bonnes notes, sinon il finira sous les ponts. Voilà, tant qu'on n'aura pas décorrélé la réussite d'une logique de notes ou d'une logique de compétences uniquement basée sur les maths et le français et pas sur autre chose, ben voilà, on a encore du boulot. Et moi j'ai vu plein de jeunes arrêter les études et partir dans de l'artistique et tout ça, et qui cartonnent aujourd'hui, un truc de fou. Mais parce que ils se sont en gros il y en a plusieurs, hein, c'était soit je me fous en l'air, soit je pars. Et heureusement ils sont partis pour faire ce en quoi ils croyaient, et ça a été magique, véritablement magique, sans forcément le soutien de la famille. Donc c'est vrai que c'est super difficile. Alors on trouve beaucoup d'hypersensibles chez les artistes et tout ça, parce qu'il y a effectivement cette connexion à autre chose qui favorise la créativité et tout ça. Les hypersensibles, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, il y a une grande créativité. Il y a besoin d'imaginer plein de choses, de faire plein de trucs avec ses mains, voilà, il y a ce besoin de créer, vraiment, tout le temps. Oui. Du coup, comment vous faites pour être sereine dans notre société en fait? Sans alcool et sans drogue, ouais. vous voulez dire? Ouais. Alors, je trouve un super truc. Oui, je trouve un super truc, ça s'appelle l'expérience de vie, c'est le choix de vie. Comment je fais pour être sereine? Je relativise ce sur quoi j'ai la main et ce sur quoi je l'ai pas. Et je m'écoute énormément. Il y a des choses, je peux influencer dessus, il y en a d'autres, je peux pas. Donc, déjà, je fais un métier que j'aime. Ça, c'est... Voilà, je vis dans un endroit que j'adore. Je choisis mon rythme de vie. Je fais des métiers, parce que je fais plein de choses différentes. Je fais des métiers, mais qui m'éclatent vraiment. Où je vis des choses incroyables avec les gens. Et comme des moments de partage avec vous cet après-midi, ça fait partie des trucs, ça fait du bien, ça booste, c'est formidable. Quand j'ai pas envie de travailler, je travaille pas. Quand j'ai pas envie de voir des gens, je ne vois personne. Je vis dans la campagne, à 1 heure d'ici, sans voisin, avec une vue dégagée à 50 km devant moi, et ça coûte pas cher du tout, parce que j'ai vraiment besoin, et mon chat, très important, mon chéri est à plusieurs kilomètres, parce que j'ai besoin aussi d'avoir mon cocon et cette liberté de relation. Donc en fait, je me suis écoutée sur plein de choses. Et c'est ça qui me permet aujourd'hui de prendre les claques dans la tronche qu'on a tous les jours, que ce soit au niveau sociétal ou au niveau personnel. Quand ça bug avec un client, quand ça bug avec la famille, quand ça bug avec les amis, voilà, c'est en fait comment je peux vivre le truc, et je choisis de comment je vais vivre ça. Et si à un moment je suis malheureuse, c'est ok, je suis malheureuse, et ben je pleure. Voilà. L'autre jour, j'ai eu un moment de panique, c'est très drôle. Je me fais rire, en fait c'est ça, parce qu'au moins je me fais rire, c'est déjà ça. Ça va bien, tu feras une vidéo dessus. Hein. Et j'ai eu un souci financier. Même pas. C'était la potentialité d'un souci financier. Et là, je commence à faire « Ah mon Dieu, machin et tout ». Je me suis dit « Ok, alors, soit je fais de la merde et je me pourris la journée, soit je me dis pendant 15 minutes, je pars dans mon délire. » Ça a duré 45 secondes. Au bout de 45 secondes, je me suis saoulée en fait. Mais parce que j'étais en posture consciente. Tandis que si je suis en mode automatique, le petit hamster, voilà, ah mais j'y serai encore depuis 3 semaines à me dire oh là là, mais mon Dieu, mais si jamais ça se passe ça, et ça. Et le pire, c'est qu'on le sait, si on part dans une logique négative comme ça, ah mais on attire tout. Tout arrive. Et du coup, je me suis dit, ok, donc là, je pars dans mon délire. C'est parti. Et surtout, mais alors zéro limite. Hein, je peux tout imaginer, y compris l'enlèvement par les extraterrestres, tout, soyons fous. 45 secondes, j'avais épuisé les trucs parce que ça ne faisait pas sens. Et alors là, j'ai ri, j'étais très fière de moi quand même. Donc je me suis félicitée, ça c'est hyper important. Je me suis félicitée, je fais ouais, tu gères, c'est bien. T'as bien appris, tu continues. Allez, on avance sur le chemin. Et je passe à autre chose.
Et quand je vois que j'arrive pas à switcher, que je suis bloquée sur un truc, bon, bah, j'accepte d'être bloquée. Et après, je me mets une musique, je massacre une chanson dans la voiture, je vais marcher, je fais une séance de sport, fausse bonne idée, un carré de chocolat, c'est vachement mieux. Enfin voilà, je m'écoute vraiment en fait. Et surtout, je me demande plus l'impossible. Avant, c'était ça. Avant, je voulais être parfaite, plaire à tout le monde. Et donc, je ne supportais pas que mon corps me renvoie des messages disant ça va pas. C'est quand même mon cerveau qui dominait, faut pas déconner non plus. Qu'est-ce qu'il pouvait en savoir le corps quoi. Bon, le corps a lâché, comme vous l'avez compris. Mais à un moment, je me dis, peut-être l'écouter. Il y avait peut-être une sorte de message à me donner. Et aujourd'hui, je suis pas au top du top là-dessus. Bah, je me soigne, notamment je suis là-dessus, c'est un vrai bonheur. Et du coup, j'écoute. Et même si j'y arrive pas, je me fais confiance. Et c'est ça qui a changé énormément de choses. Pourquoi j'ai eu mon petit moment de panique sur l'argent il y a quelques semaines? Parce qu'il y a 2 ans, j'ai tout perdu. Mais alors, en 2 jours, zéro. Et en 2 jours, j'ai failli perdre et la maison, et la voiture, et le machin. Il me restait que le chat, quoi. Et du coup, il y a eu cette expérience qui m'a amené à travailler sur mon rapport à l'argent, à comprendre pourquoi je me sabotais, etc. J'ai bossé dessus pendant 3 mois, et puis après, meilleure année de ma vie, et ça continue, c'est un truc génial. Super. Et donc, vous savez, on passe toujours des examens. Moi, c'est ce que j'explique avec les personnes avec lesquelles je travaille, c'est que quand on commence à travailler à s'affronter à une peur ou un truc, la vie nous renvoie des petites épreuves pour être sûr qu'on a bien dépassé, et tant qu'on l'a pas dépassé, on se reprend le même schéma dans la tronche encore et encore. Donc là, en fait, c'était un petit examen de rappel pour voir si on était pas mal. Et du coup, je me suis dit, ok, là, je le vis bien, en fait, et je peux passer à autre chose, et je suis sereine. Et ce qui m'a aidée il y a 2 ans, c'est que au moment où je ne savais pas comment m'en sortir, je me suis dit, ok, mais je sais que je vais m'en sortir, et je lâche sur le comment. Super dur de parler de niveau potentiel, pas maîtriser les trucs, c'est hyper compliqué. Mais du coup, c'était, ok, j'ai confiance en la vie, mais j'ai confiance en moi, sur ce que je vais être capable de construire. En fait, je suis revenue de plein de trucs, c'est pas un petit huissier du RSI qui va m'emmerder, quoi. Donc voilà, et du coup, j'ai lâché sur le comment. Et lâcher sur le comment m'a énormément aidé, parce que je me suis dit, ok, j'ai pas la solution, mais c'est pas là tout de suite maintenant, à 3h30 du matin, que je vais la trouver en fait. Je vais aller dormir, et je ferai autrement. Et je m'inquiète beaucoup moins sur le comment. Je fixe mon objectif, je le visualise, et du coup, je fais confiance pour avancer. Et je vis des trucs bien au-delà de ce que j'aurais imaginé. Et je le inquiète tous les jours. Tous les jours, c'est un ancrage, tous les jours, c'est de la visualisation, et tous les jours, c'est je choisis ce que je vis, et voilà. Et si je fais un truc qui me plaît pas, c'est ok, j'y vais en confiance. Et ça, on peut tous le faire, hypersensible ou pas hypersensible. Par contre, ce qui est certain, c'est que quand on est hypersensible, on est beaucoup plus impacté par ça. Vous avez dû vous en rendre compte, vos pensées, vos émotions, mais peuvent être dévastatrices pour vous, pour les autres. Et votre joie, elle est communicative, elle vous fait du bien à vous, et vous êtes un rayon de bonheur pour les autres. Et si vous commencez à penser à un truc pourri, ça vous arrive 10 fois plus vite qu'aux autres. Mais si vous commencez à vous dire que vous avez de la valeur et que vous pouvez faire quelque chose de chouette, vous n'avez pas fini de penser que le truc il vous est déjà arrivé. On a des super pouvoirs. Il faut quand même bien s'en rendre compte. Autre question? Oui. Mon fils a 20 ans, donc dyspraxie, et donc du coup il cumule tous les troubles dys, sauf la dysphasie, on va dire. Vous ne pouvez pas tout avoir non plus, il faut en laisser aux autres. C'est ça, je suis d'accord avec vous. Plus troubles de l'attention. Donc aujourd'hui il a 20 ans, donc on a fait un bilan neuropsychologique. Donc ce qui m'a marqué dans ce bilan, et bon, on ne m'a pas apporté de solution, c'est qu'en fait il n'a pas conscience de son moi et qu'il est coupé de ses émotions. Alors ça je le confirme parce qu'en fait il est dans l'incapacité de mettre des mots sur son ressenti, moi je lui dis Théo ça va, tu es fatigué, tu as l'air stressé, pas bien, il me dit non ça va. Sauf que le problème c'est que c'est très très handicapant pour lui parce que là au mois de février il devait passer son CAP de cuisine et une semaine avant il a commencé à pas être bien jusqu'à arriver à 4 jours avant le CAP où là il est tombé à 8 de tension
il est plus mal agi. Donc il vit les émotions, mais il les vit différemment. Ok. Voilà. Parce que j'allais vous demander s'il y avait une suspicion de trouble autistique. Ben, il est suivi depuis... Non, avec ce que vous venez de me dire, non. Mais je me pose la question Alors, d'aujourd'hui, effectivement. Non, pas parce... Non, je pense pas, parce qu'effectivement, il a vécu ses émotions différemment. Dans le trouble du spectre autistique, c'est la routine, c'est voilà, il y a un besoin de ritualisation, il y a des attentions obsessionnelles, et effectivement, on peut être complètement coupé de l'émotionnel avec les gens. Là, non, il vit ses émotions, sauf qu'effectivement, comme vous l'avez dit, c'est le corps qui charge, mais il n'intellectualise pas du tout les choses. C'est ça. Alors, c'est une bonne question. Je suis ravie que vous soyez là. Vous méritez 2 médailles d'or. Je suis démunie. Lui, il vit ça comment en fait? Mais en fait, ça fait déjà 2 fois quand même qu'il se retrouve dans cette situation. Il y a 2 ans en arrière. Donc voilà, là aujourd'hui il en a pris conscience. Ça c'est génial. Voilà, parce qu'il a 20 ans quoi. Donc voilà. Mais il m'a dit, mais maman, pourquoi je suis comme ça? Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Ok. Il a envie de savoir ce qui lui arrive ou pas? Alors, oui, j'ai envie de dire oui, mais en même temps, je pense que ça lui fait un peu peur. Ah, mais c'est méga flippant! Il va falloir qu'il se rende compte qu'il faut qu'il fonctionne différemment. Donc, en fait, moi, j'ai quand même essayé de lui apporter des solutions. Donc, la kinésiologie. Vous elle est pas de main morte. Non, parce que j'avais fait, je trouve ça formidable. Ah, c'est exceptionnel. Ah oui, mais vous lui faites bien. Alors, oui, très bien. Ça marchera pas tout de suite, hein, mais. Non, mais je sais, mais je connais la kinésiologie, Ouais. je suis en train de m'y former. Ah, c'est super. Donc voilà, mais après, mis à part ça, bon, je lui ai juste expliqué qu'en fait, c'était son corps qui lui envoyait des informations, qui lui parlaient, après, voilà. En fait, ça va être la seule piste, c'est le décodage du message du corps. C'est l'amener à être en conscience de son corps. Donc moi, spontanément, je pense à une nana géniale avec qui je bosse ici, là, qui est sur Toulouse d'ailleurs, Marjorie Gobreau, qui est sophrologue et ancienne éducatrice spécialisée. Et elle est vraiment chouette. En plus, elle est TDAH, elle aussi. Et je pense qu'apprendre à votre fils à écouter son corps, c'est la meilleure chose à faire. Pas lui faire intellectualiser les émotions, ça sert à rien. Il faut lui faire des mots au cerveau inutiles et puis le cerveau va bloquer. Par contre, vraiment tout optimiser sur le langage du corps. Comment dire, qu'il arrive à comprendre ce que son corps lui raconte. Et même sans qu'il comprenne à quoi c'est lié, juste je vais bien, je vais pas bien. Mon corps me donne un message positif, c'est cool, je le vis. Mon corps me donne un message négatif, qu'est-ce que je dois faire pour en sortir? Juste ça, on-off, voilà. Donc c'est déjà être sur cette logique dans le rapport au corps de qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je sens, ensuite qu'est-ce que je ressens. Est-ce que c'est agréable, pas agréable? Je pense que ça c'est le premier stade, faire la différence entre les deux. Oui, et ça, il sait pas. Ça, il y a des codes à lui donner sur des notions de tension dans le corps, des notions de respiration, ça c'est des clés qu'on peut lui donner. Et une fois qu'on lui a appris ça, en fait, il arrivera à mieux calibrer au fur et à mesure. Moi, ça me paraît la meilleure approche en fait, pour l'amener à lui, ensuite, être autonome par rapport à ça. Oui. Oui, parce que là, du coup, il a loupé son CAP. Ah, quand même. Ah oui, non. Ouais, ça l'a handicapé à ce Ah point. non, mais il était vite de tension pendant 4 jours. La seule chose que j'ai réussi à lui faire avaler, c'était du moringa, j'ai lu là. Ok. Je me suis dit, bon, c'est juste. Et voilà, moi je pense que vraiment l'approche corporelle sera la meilleure et lui faire apprendre, bon, pas bon. Parce que là, il doit repasser son CAP, donc il faut pas qu'il Il le passe quand? Septembre Non, il le repasse l'année prochaine, janvier, je crois, l'année prochaine. Et bien ça lui laisse le temps d'apprendre. En plus, il a un objectif, donc ça c'est hyper important. Ouais. Parce qu'il y a toujours besoin qu'il y ait une motivation en fait. Quand vous voulez travailler avec quelqu'un, pareil pour tout le monde, hein, que ce soit hypersensible, machin, quoi que ce soit, tout individu, s'il n'y a pas la volonté, la motivation première, vous n'en ferez rien. Ce sera que de la contrainte. Par contre, si on lui dit, ok, on va t'apprendre comment fonctionne ton corps pour que tu aies ton CAP, là ça vient apporter au cerveau la dopamine dont il y a besoin, et il y a cet objectif, et c'est bon, c'est pas pour faire plaisir à papa et maman, c'est pas pour machin, c'est même pas pour moi en tant qu'être humain, c'est pour mon CAP. Et ça peut donner des indices. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous ferai ses coordonnées. Voilà. Elle est juste magique en fait cette nana. Oui, parce que je cherche j'espère la solution. Alors, on va tester. Comme
voilà. Alors moi aussi j'en cherche des solutions, même beaucoup. Moi j'ai 3 filles. J'ai une enfant qui était ça. Une petite qui est hypersensible, alors elle a 8 ans, donc effectivement la sensibilité au bâtiment, au bruit, etc. Bon, voilà, ça déco chez moi. Et une grande de 17 ans qui malheureusement est en dépression depuis 2 ans. Et là, ce que je vous dis aujourd'hui, ça me... Pardon, ça me gueule beaucoup. Je vous en prie. Parce que quand on parle d'hypersensibilité, je la retrouve en fait. J'ai l'impression de ne pas avoir lu. C'est pas grave, vous ne pouvez pas savoir. Ce que je vous disais tout à l'heure, vous ne pouvez pas vous blâmer d'un truc que vous ne saviez pas. Vous avez fait de votre mieux et là, vous avez de nouveaux outils. Donc, voilà, c'est des outils du coup un peu différents de ce qu'on me propose jusqu'à présent. Voilà, le traitement de psychothérapie et autres. Pour moi, ne fonctionne pas trop avec elle. Je n'y crois plus. Pas du tout. Vous ne perdez pas votre temps, hypersensible, neuroatypique, vous allez les amener chez un psy, ils vont leur retourner le cerveau au psy et pas à eux, et c'est tout ce qui va se passer. Hein. Donc, on discutera ensemble si vous voulez. Et en plus, je suis enseignante. Donc, si vous voulez, toutes les particularités des enfants qu'on a dans nos classes, c'est une réalité. Ouais. Effectivement, on fait au mieux et en même temps, on voit bien nos limites. Oui. En formation, en plein de choses. Et il y a aussi ce double regard-là aussi, c'est que j'ai besoin aussi de tuyaux pour essayer d'accompagner ces enfants au quotidien. Je vous rassure, quand je suis en classe, je suis pas dans l'émotion comme ça, c'est parce que... Non, mais alors, merci beaucoup de vous autoriser parce que c'est une réalité qu'on partage. Il y en a 2-3 là devant, je vais pas capter, depuis tout à l'heure, je vous ai dit, fait ça, donc vous savez, c'est pas mal. Donc, et merci vraiment de vous autoriser à ça, voilà, parce que on est des êtres humains. C'est ce qu'on se disait tout à l'heure, on est parfaitement imparfait et on fait de notre mieux. Moi, j'ai fait des bouquins pour donner un max d'outils. J'ai monté une formation pour les parents d'enfants atypiques pour grandir avec leurs enfants. Si ça vous intéresse, je vous donnerai les infos aussi. J'ai aussi fait une formation pour apprendre à travailler avec les personnes atypiques que j'ai proposée gratuitement à l'Éducation nationale. Comment vous dire? C'était quoi les mots? 3 petits points, 3 petits postes enregistrés, voilà. Mais non. Peu importe. Je sais qu'à un moment, quand on n'arrive pas à rentrer par la porte, on passe par la fenêtre, on passe par la cheminée, je m'en fous, je trouverai un truc, mais plus on pourra être à travailler comme ça avec les méthodes, mieux ça fera. Je suis convaincue du rayonnement. On n'est pas là ensemble par hasard cet après-midi et on se donnera les outils pour avancer. Et c'est la seule chose qui compte. Déjà, plus on est dans cette considération et cette reconnaissance de ces spécificités, et je dis bien le mot spécificité et pas handicap ou quoi que ce soit, plus déjà on fait avancer les choses. Rien que le fait de regarder vos enfants, vos amis ou vous-même en vous disant c'est ok que tu sois comme tu es, ça change tout. Plutôt que d'être dans ce jugement permanent de dysfonctionnement, d'anormal, de fragilité, de tout ce que vous voulez. Moi je trouve que le mot dyslexique, c'est pour dysfonctionnement. C'est d'une violence sans nom. Nous entendre toute notre enfance, qu'on n'a pas le cerveau qui fonctionne comme il faut, qu'on est trop bête pour faire les trucs. Je me souviens. Qu'on n'y arrivera jamais. Qu'on n'y arrivera jamais. Et je me souviens, moi j'ai eu les 3 qui sont tombés en même temps, donc à 6 ans, dyslexie, dyscalculie au potentiel, et où les instituts de l'époque me disaient eh ben dis donc, t'es surdoué à l'époque, on disait pas au potentiel, surdoué. T'es censé être un génie, c'est pas gagné quand même, hein. Le mot potentiel, ça vous dit quelque chose? C'est une pression incroyable. Et quand le message que vous recevez toute la journée, c'est que qui vous êtes et la façon dont vous le faites, c'est pas bien. Il suffit que vous rentriez à la maison un peu agacé, vous prenez un truc, vous le faites tomber, c'est pas bien. Vous voulez un câlin, c'est pas le moment. Vous voulez pas de câlin, c'est pas le moment. C'est compliqué. Donc, on fait tous du mieux qu'on peut. Et ce qui compte, c'est que la base, c'est l'amour que vous avez pour vos enfants. Et puis après, on est là pour s'entraider. Et pour moi, c'est vraiment hyper important, c'est le fait d'être à plusieurs. J'adore cette expression qui dit, c'est un proverbe africain, qui dit qu'il faut tout un village pour élever un enfant. Clairement, il faut tout un village pour aider un enfant. On n'a jamais été aussi seul dans notre société que ultra connecté avec 3,5 milliards de personnes. Vous êtes solo à la maison et en prime, vous avez honte de ne pas réussir à gérer avec votre gosse. Ok, donc on pose la honte, on s'en fout, on dégage la culpabilité, ça sert à rien. On fait trop de chocolat et on se dit ok, je fais ce que je peux et je suis pas tout seul, je suis pas toute seule.
Ça, c'est hyper important. Alors, il y a plein de groupes sur Facebook, mais moi j'ai des groupes de parents, j'ai des masterclass pour gamins atypiques, il y a plein de choses qui existent. Alors, noyé dans l'information, on ne trouve pas toujours forcément les bonnes choses, mais à partir du moment où on sait que voilà, là on a un besoin, et ben on tente. Et surtout, communiquer entre vous avec d'autres personnes, avec des professionnels, avec d'autres groupes de parents, c'est hyper important. Après, il y a les groupes qui sont aidants, les groupes qui ne sont pas aidants. Et je comprends que c'est fatigant de plus savoir à qui parler. Donc j'allais dire, dès que vous rencontrez quelqu'un avec qui vous vous sentez bien, vous ne le lâchez pas. C'est hyper important. Voilà, c'est hyper important. On va trouver. Oui. Deux questions. L'une sur l'interaction avec le monde du travail. J'ai trouvé une formule qui me semble, que je ressens moi, c'est je fais un avec ce que j'embrasse. Et le problème, c'est que ça donne une capacité, et ce qui fait que les autres, je fais, parce que les autres n'arrivent plus à me suivre, et ça m'a conduit à plusieurs reprises à des burn-out très graves. Complètement. Et j'ai pas trouvé de solution à ça si ce n'est d'arrêter de travailler. Donc, la question, alors, c'est comment. Si vous êtes rentier, c'est bien. Comment trouver l'équilibre? Comment trouver l'équilibre? C'est ça votre question? J'arrive effectivement à un certain âge où je me rends compte que je n'ai pas trouvé de solution par rapport à ça, si ce n'est de me replier sur moi-même. Donc je me pose la question comment ça peut marcher. C'est la première question. Il y en a une qui concerne le domaine de la santé. Vous avez évoqué dès le départ le lien avec certaines pathologies. Je n'ai pas forcément fait le lien si tous ceux qui ont ces pathologies-là sont des hypersensibles. Bon, il y a deux éléments forts, c'est l'hyperacousie, où je suis resté des années, je ne pouvais plus sortir, j'ai un casque, une permanence, etc. Donc, grave. Et encore actuellement, ce qui s'appelle une rectorite hémorragique, qui me pourrit la vie, et qui se déclenche, les crises poussées se déclenchent, que ce soit avec une personnalité, si je veux des réactions négatives ou positives. Quand c'était que négatif, je dis ok, je mets loin les négatifs. Et quand je trouve du positif, ça se fait aussi. Je suis complètement paumé, je ne sais plus, mais avec les années de recul, je suis paumé. Alors, je vais essayer de répondre à vos questions du mieux que je peux. Par rapport au travail, j'ai adoré votre phrase, j'embrasse ce que je prends, je ne fais qu'un avec ce que j'embrasse, c'est magnifique. Et c'est effectivement comme ça qu'on fonctionne, on ne sait pas faire autrement. Après, on va revenir à cette logique de pleine conscience. C'est vraiment comprendre vos limites. On va avoir tellement à cœur de bien faire. Et on va se rendre compte qu'à côté, ils ne font pas aussi bien. Ils ne font pas avec autant de cœur. Ils ne font pas avec autant de soin. Que du coup, ça nous agace tellement, ça nous paraît tellement inconcevable que ce ne soit pas fait dans la même démarche que nous on fait, qu'on va aller faire à la place d'eux. Ça part d'un bon sentiment, ça bloque tout le monde en fait. Parce que ça empêche les autres de faire leur boulot aussi, même si c'est pour faire de la merde. Et surtout, ça les déresponsabilise complètement. Et du coup, nous, on prend le poids de ces responsabilités. Ça va être un peu la même réponse que j'ai fait tout à l'heure sur la sérénité, c'est je suis consciente. Je suis consciente des choses. Et après, j'ai aussi choisi un boulot qui me permet de ne pas être trop dans cette situation-là. Donc, avant le repli, il y a l'indépendance. Où il y a le choix d'une activité où vous n'êtes pas confronté à ça. Ça va vraiment être sur définir, encore une fois, sur quoi j'ai la main, sur quoi j'ai pas la main. Et où est ma limite. Et c'est vraiment vous écouter par rapport à ce qui vous fait du bien, un peu comme le fils de madame, qu'est-ce qui vous fait du bien, qu'est-ce qui vous fait du mal. Et dans le fait d'aller jusqu'au bout, est-ce que derrière, il n'y a pas aussi un besoin de reconnaissance et de validation de qui vous êtes pour ce que vous faites? Et donc là, c'est l'amour de soi. Donc, ça va être peut-être tout simplement de revenir à vous, de vous dire que tel que vous êtes, c'est le bonheur absolu, même avec les problèmes de santé, et de commencer à se dire, ok, je me respecte dans ce que je fais, je m'écoute dans ce que je suis en train de faire, et du coup, je vais être en alerte. Parce que, pourquoi est-ce qu'on en fait des tonnes? Parce qu'on est complètement déconnecté de qui on est. Vraiment. Et puis voilà, c'est le résultat qui compte, les autres qui comptent, qu'on nous dira qui compte, mais notre état à nous, autant physique qu'émotionnel, alors là, on se le met derrière l'oreille. Tandis que là, ça va être, je vais être en conscience de ce que je fais. Et c'est de vous poser cette question, en fait, alors pas avant chaque décision, parce qu'on en prend 35 000 par jour, mais avant au moins 2 ou 3 dans la journée. Qu'est-ce qui motive vraiment ce que je suis en train de faire? Pourquoi j'ai envie de faire le boulot de Marcel, en fait? Parce qu'il me saoule, c'est un crétin, ce sera jamais fait comme je veux, tout ça c'est de l'ego. Parce que si je le fais pas, ce sera pas fait assez rapidement, etc. Parce que je veux l'aider et que je sais pas comment lui proposer mon aide, etc. Une fois que vous avez trouvé la réponse,
et que vous la validez en conscience, allez-y, votre corps il ne verra pas ça comme une contrainte. Mais si vous vous rendez compte que, ah bah oui, non, en fait je le fais parce que je ne suis pas patient ou parce que je ne suis pas au clair avec comment il le fait, c'est quoi mon rôle? Bon, bah, je vais aller discuter avec Marcel. Ou je vais discuter avec moi-même et me dire, mais en fait, ma responsabilité, elle s'arrête là. La sienne, elle vient jusque là. Si je lui ampute sa responsabilité, le jour où j'ai besoin de revendiquer ma justice, le jour où j'ai besoin de dire oui, mais ça, machin, ah, mais personne ne te l'avait demandé en fait. Et ben, je ne serai pas pris au sérieux. Et là, c'est vous redonner de la valeur. Parce que, à trop faire pour les autres, on pourrait croire que ça nous donne plus de valeur, mais en fait, ça nous fait perdre notre valeur. Parce qu'on ne le fait pas dans une logique de considération de nous-mêmes. On le fait par rapport à l'autre. Et donc, à partir du moment où vous allez être sur, ok, est-ce que ça c'est ma valeur? Est-ce que c'est quelque chose qui est bon pour moi? Là, vous verrez que vous allez gérer différemment. Ça prend un peu de temps, mais vous allez gérer différemment. Pour la maladie, moi, j'ai pas croisé un hypersensible qui soit en bonne santé, ou du moins qui n'ait pas eu de graves problèmes de santé. Moi, je sais que ce qui m'a aidé, c'est de changer mon alimentation et de changer mes pensées. D'abord, de changer mes pensées, et ensuite de changer mon alimentation. Et effectivement, l'arrêt du gluten et du lactose a rendu mon corps beaucoup moins en alerte, enfin, beaucoup moins réactif à plein de choses. Et je sais que moi, la naturopathie m'a énormément aidé. Un rééquilibrage alimentaire, j'ai pas avalé un médoc depuis 11 ans, tant et si bien qu'au premier test qu'il a fallu faire, ma carte vitale n'est pas passée. Heureusement que c'est pas fait le médecin. Bah ouais, d'un autre côté, je suis morte il y a 11 ans, bah, je suis revenue, donc bah, ça va, maintenant j'ai plus besoin, hein, j'ai fait mon truc. Donc, et je pense que on a tous la capacité de s'auto-guérir, ça j'en suis convaincue, et il y a 11 ans, j'ai pratiquement perdu l'usage des bras et des jambes et je suis là devant vous. Donc voilà, et c'est pas les médecins qui m'ont aidé, c'est mon cerveau, mon alimentation, ma guérisseuse et mes propres pouvoirs d'auto-guérison. Et là-dessus, je suis convaincue qu'on peut tous le faire. Grâce à ce qu'on appelle la neurogénèse, c'est on crée des nouveaux neurones qui nous permettent de guérir. Et là, je vais m'attaquer à la thyroïde bientôt, j'y crois. J'essaie de rééquilibrer toutes les merdes au fur et à mesure. Là, le prochain challenge, c'est régler l'hypothyroïdie, naturellement, par la pensée, par les plantes, par tout ça. Et je sais que je vais y arriver. Je ne vous donne pas de deadline parce que ça prend du temps, mais je sais que je dépasserai toutes ces choses-là. Naturopathie avec les compléments alimentaires aussi, tout ça? Alors, ouais, mais alors je suis hyper réactive à tout. Ma pote, elle pétait un câble à chaque fois. Elle me disait, je te donne un échantillon, on voit comment tu réagis. Et il y a des choses auxquelles j'ai été bien réceptive. Marronnier, framboisier, toutes ces choses-là. Elle m'avait donné un truc justement pour les intestins et ça avait été trop bien. Enfin, je crois que je prenais un quart de la dose qu'il fallait. J'ai acheté un gros pot comme ça servait à rien, mais les 3 semaines que j'avais fait, ça allait bien. Et voilà, c'est vraiment. Et surtout, bah, là aussi, j'écoute mon corps. Quand je bouffe un truc, s'il aime bien, s'il aime pas. Si j'ai faim, si j'ai pas faim. Si à l'heure ça passe ou ça passe pas. Si l'alcool a un effet, si le café a un effet. Enfin voilà, je sais pas. Parce que je sais que mon corps aime pas, mais mon cerveau il est persuadé que j'en ai grave besoin. Voilà, donc c'est. Le yano, c'est bien. Mais je me verse un petit yano. Le yano, c'est de l'épeautre. C'est comme de la chicorée, mais à l'épeautre. Et du coup, ça a un peu la même couleur que le café. Et je fais à mon cerveau, hey, tu vois, c'est du café. Ça passe. Je fais bien sinon. Oui, je vous en prie. Vous parlez par rapport à la réactivité. C'est que dans l'alimentation, on a beau faire attention. Je suis sans gluten depuis longtemps. Et je vois bien que ça ne suffit pas, même étant suivi par naturopathe, nutritionniste, homéopathe. Et le problème qui est bon, je ne sais pas si c'est caractéristique, c'est que, je vais prendre l'exemple extrême, je ne veux pas tout ici, je me donne quelque chose, je vais le chercher en pharmacie, je le tiens dans la main, pour laisser ce produit. Waouh, c'est possible ça? C'était fait quoi. Et le problème, c'est que j'ai l'impression qu'on est comme ça, on peut faire paf et paf. Tout à fait. Ce qui fait que identifier ce qui est bon ou mauvais, on se prend les plaintes positives. En fait, je pense que là, au point où vous en êtes, vous avez besoin de rien d'extérieur, mais seulement de choses intérieures. C'est l'effet placebo, le fait d'être en contact avec des choses, si ça vous fait un effet comme ça, c'est que en fait, vous avez déjà tout à l'intérieur de vous pour pouvoir réussir à vous rééquilibrer. De toute façon, encore une fois, on est notre propre médecin, notre propre médicament. La médecine chinoise, elle nous permet de nous rééquilibrer là-dessus, justement pour qu'on ait tout qui circule bien et qu'on soit en auto-guérison. Donc oui, il y a des effets placebo qui sont dingues. Il y a juste le fait de projeter, parce que quand on va acheter un médicament, on met une intention dessus. Ça va me sauver, ça va être la solution. Ça peut l'être, mais effectivement, avec la puissance, j'allais dire qu'on a, parce que alors là, pour le coup, les personnes hypersensibles, on a une puissance incroyable, une résilience de malade mental et on est capable de vivre des trucs de dingue alors qu'on nous dit qu'on est fragile et qu'on n'arrivera jamais à rien dans la vie.
On est des warriors, ça y est, un jour ils s'en rendront compte. Et c'est vrai que du coup, c'est trop intense. Moi je l'ai vu avec ma naturo, elle me dit c'est hyper compliqué de t'accompagner parce que ton corps il réagit pas du tout comme les corps normaux. Je dis ouais, mais écoute, on adapte. J'ai retiré le gluten et le lactose, j'ai retiré le quinoa, j'ai retiré plein de choses parce que je me rends compte que mon corps il n'y arrive pas en fait. Et il y a des moments, il va bien, d'un moment je fais des excès, mais en conscience et dans la joie, ça c'est hyper important. C'est que si vous voulez vous tapez une pizza, mais alors vous le faites et vous vous dites soirée pizza. Je programme mon corps pour qu'il la mange bien, que ça se passe bien, je sais que demain matin ça ira bien et je kiffe le moment où je la mange. Parce que si vous la mangez en vous disant je vais avoir mal au ventre, ça va être la cata, là, vous n'avez pas fini de l'avaler, vous avez déjà le bile explosé, vous pissez le sang partout. Donc c'est ça qui est important aussi. Et je pense que tel que vous êtes, en tout cas dans ce que vous nous partagez, je suis convaincue que vous avez tout ce qu'il faut à l'intérieur de vous pour vous guérir, mais parce que vous l'aurez décidé en fait. On en reparlera si vous voulez. Vous lirez ce bouquin-là, ça pourra vous aider. Oui. L'hypersensibilité, j'ai cru comprendre que c'était génétique. Oui. Alors du coup, quand vous avez plusieurs hypersensibles dans une même famille, à des âges différents, vous les abandonnez sont dans la route. Et vous devenez copine avec madame et vous faites des soirées ensemble. Oui. Comme vous auriez pu avoir des enfants roux en fait. Voilà. Oui, il y a une part de génétique dedans. Il y a aussi, on sait qu'il se passe des choses in utero. En gros, il y a un tri qui se passe. On sait que les grossesses à risque amènent souvent soit un gamin au potentiel, soit un gamin hypersensible. Après, les deux, 77% des hauts potentiels sont hypersensibles. Donc voilà, c'est souvent lié. Donc oui, il y a une grande part de génétique, une grosse part d'épigénétique. Et à vous de voir comment vous trouvez un équilibre dans la famille. Et je crois que là, le mieux, c'est vraiment de parler de ça. Et ce que j'ai vu à chaque fois, c'est quand les parents osent dire à leur gamin, je suis comme toi, et je vis ça moi aussi, et quand j'étais petit comme toi, mais qu'est-ce que j'aurais aimé pouvoir en parler à ma mère ou à mon père sans avoir peur d'être jugé, sans avoir honte, sans culpabiliser, sans avoir peur d'être rejeté, etc. C'est une grande richesse, je trouve, que des parents puissent avoir cette discussion avec leurs enfants aujourd'hui, malgré toutes les difficultés que ça entraîne. On a quand même fait un pas par rapport à ça. 3 enfants, ouais, alors, ouais. en fait, on est une famille recomposée. Donc, moi, je suis hypersensible. Okay. Mon fils, qui a 10 ans, est hypersensible. Il a beaucoup de mal à gérer ses émotions. Et notamment, quand on se retrouve tous ensemble, tous les 5, un week-end sur 2, là, c'est. Ça doit être les effusions émotionnelles. Et du coup, c'est vachement dur de le canaliser. Un truc qui marche bien. Ouais. Allez, c'est terminé, je vous en prie. Non, mais voilà, du coup. Il est trop pour tout, quoi. Ouais. Un truc qui marche bien, c'est de faire un temps de préparation avant le week-end. Dès que vous récupérez votre fils, vous prenez un petit moment, peut-être tous les deux, et c'est de se dire, ok, t'as envie de vivre quoi ce week-end? Déjà, toute ta tension de la semaine, on la pose dehors, et t'as envie de vivre quoi ce week-end? Et vraiment, vous savez ce qui est important? Alors, vous l'avez certainement vu avec tous vos enfants un peu bizarres, la transition, le passage de l'activité A à l'activité B, qui vous paraît extrêmement simple pour vous, mais en vrai, c'est pas si simple que ça. La transition, c'est la cata, parce qu'on est encore dans une activité, on nous dit qu'il faut aller vider de la vaisselle qu'on n'a pas du tout envie de faire, qu'il faut aller manger, ou se brosser les dents, enfin des trucs inutiles au possible. Et que du coup, non. Alors, il y a quelqu'un qui hurle parce qu'il faut le faire, donc on n'est pas quelqu'un de bien, mais on est vachement bien sur la activité, là, on est en train de refaire le monde avec des dinosaures, je vous rappelle. Voilà, et alors le passage de ça à ça, compliqué. Ok, alors ensuite, quand on doit aller en vacances chez les grands-parents, passer un week-end, il y a la surexcitation de l'avant, on va y aller, du moment où il faut y aller, et du coup, l'auto-sabotage d'avant d'y aller, parce qu'on sait jamais, ça pourrait mal se passer, et on finit par y aller. C'est épuisant. Donc, vous marquez les temps, et c'est ça qui va énormément aider les choses. Vous récupérez votre fils, vous faites un petit rituel de « Bienvenue à la maison, mon chéri, maintenant c'est avec papa que ça se passe, et on va faire comme ça ». Vous avez le week-end à 5, quitte à ce que vous preniez un truc, ça peut paraître bizarre à l'extérieur, mais vous vous posez tous au petit-déj ou je ne sais quoi, et vous dites « Ok, quelle intention, quelle émotion on met dans le week-end qu'on peut passer ?» Là aussi, vous allez mettre de la conscience. Et vous verrez que, et vous lui dites, tu vis beaucoup d'émotions, tu fais un truc, tu peux te défouler en faisant ça, tu peux évacuer ça, ou si tu as besoin d'aller hurler, tu fais ça, mais c'est vraiment faire de cette émotion intense quelque chose de normal et dire comment tu veux qu'on t'aide, comment toi tu peux la canaliser, et si tu n'y arrives pas, comment est-ce qu'on peut t'aider. Et plus vous serez sur des temps marqués, mieux ce sera. Et privilégiez dans le week-end, si vous en avez la possibilité, des temps communs, des temps solo. Que la tension, elle soit pas tout le temps pareille.
des activités en petits groupes, des activités tous ensemble. Et là, c'est à vous, j'allais dire, de rythmer tout ça pour que vous ne soyez pas à lutter contre ce qui pourrait arriver, mais que vous soyez dans l'accueil de ce que vous avez décidé de vivre. Et la posture, elle est complètement différente. Vous passerez toujours votre week-end, mais alors pas du tout de la même façon. Testez, vous me direz. Vous avez encore une question? Parce qu'après, je ne sais pas si vous voulez qu'on parle des livres, si vous voulez des dédicaces, tout ça, machin. Je ne sais pas qui veut des dédicaces ou quoi que ce soit. Les livres sont importants, tout ça. Il y a ceux qui sont en vente sur Internet ici. Si vous avez encore une question. Oui. Dans votre ouvrage, mon fils était TSA supérieur, il est vraiment en ce moment au plus bas. Quel âge? 16 ans. Ok. Il est vraiment au plus bas. Là, on a 2 doigts d'hospitaliser, pour vous dire. Ok. Donc, et en fait, votre bouquin peut lui donner des clés. Non, pas à 16 ans. Alors, ceux qui sont, c'est vraiment plus pour les enfants. Un gérabou atypique, ça peut. Alors, un gérabou atypique, je parle du TSA dedans, peut lui montrer que ça existe vraiment et d'où ça vient, et comment ça fonctionne, etc. Après, les 2 bouquins ils sont écrits pour les parents. Donc il peut se mettre à votre place en fait. Voilà, donc c'est pour ça que je pense pas que c'est une grande idée. On est bien dans les cadres, hein. Lui, il est neurotypique et voilà, il a c'est son vocabulaire. Ok. C'est un enfant qui lit beaucoup. Ouais. C'est un jeune qui a tout le temps une entenue. Il faut qu'il apprenne et qu'il écrit. Okay. Voilà, ça c'est son. Là il est en descente parce qu'il a vraiment pris beaucoup de formations ces derniers temps. Et pourquoi ça l'a fait descendre du coup? Il ne gère pas déjà ses émotions. Oui. Du tout. Et là il a la pression parce qu'il va être en stage. Ok. Il est au lycée, il a quitté le lycée en début d'année, il a pu faire 1 semaine. Il est pote avec le fils de madame. Il a pu faire 1 semaine à la rentrée, je me mets automatiquement. Ok. Là, il est suivi. Oh oui. Et son regard sur son suivi. Lui, ça lui va, mais il ne gère pas. Là, il est neuropédiatre à était en phobie sociale. Ah oui, non, il ne supporte personne, il ne voir personne. Même quand il sort, en plus, il est dyspraxie neurovisuelle, donc même quand il sort. Alors, il a la totale. Et on a du niveau quand même. Moi, je suis très fière du public de cet après-midi. On a du niveau. Voilà, il est très. Voilà, il a vraiment la totale. Hein, donc, pareil, même question, il y a quoi qui lui fait du bien dans la vie en fait? Déjà être tout seul. Et ça, je dirais pas contre. Au contraire, enfin, accepter qu'il soit dormir parce qu'il ne dort pas. Ouais. Oui, mais ça, c'est. Pardon, parce que dans les hypersensibles, on ne dort pas. Il a beau avoir des choses pour dormir, même des choses quand même qui sont. Hard. Il lutte. Ok. Il lutte. Oui, là il lutte. Là, il doit être en lutte. Il doit être en lutte par rapport au côté médicamenteux. Il a saisi son processus d'autodestruction ou pas? Non. Alors, je suis quelqu'un qui parle beaucoup. Ouais, j'explique beaucoup. Je lui ai donné. Il a un rejet en ce moment avec moi. Oui, si en plus vous êtes neurotypique, il ne vous écoutera pas. Hein, votre parole, elle aura pas de non, je suis au potentiel. Je l'ai su tardivement. Vous êtes après maintenant, j'étais 10 et au potentiel. À 38 ans, je me suis. C'est parfait. Là, c'est qui tout double en fait. C'est soit il a un déclic et il a envie de vivre, soit il a l'autre déclic et il a envie de sombrer et finir en ermite dans sa chambre. On a 0 clé magique, clairement. Enfin, on va pas vous vendre du rêve. Hein. On a 0 clé magique, c'est au cas par cas et au jour le jour. Si tu vas marcher lundi, il ne marchera pas mardi. C'est ça. Ouais. On avant, on va en arrière. C'est ça. On va faire 2. 2 pour que les 6, pour me partir de 4. Là, c'est. En plus, avec le traitement médicamenteux, c'est encore plus difficile. Là, on n'a pas trop le choix parce que sinon, il est déjà. Oui, là, bien sûr. Et là, le gars, il a tout. Hein. Ouais. Donc, s'il n'a pas. Et est-ce qu'il rencontre d'autres personnes comme lui? Oui. Et est-ce que ça l'aide? Une fois par an, ça lui suffit. Tous les 6 mois à la rigueur, c'est. Non, parce qu'il ne les supporte pas.
Si, il est content, mais ça lui suffit. Une fois, c'est comme ça, puis ils vont s'envoyer un SMS de temps en temps. Il fait des groupes d'habilité sociale, mais ça le saoule. Il en a marre de les voir, donc j'ai pourtant tu partages des moments où vous pouvez parler de vos expériences, vous donner des astuces, il y a des calculs au milieu, elle est là aussi pour vous accompagner. Mais non, déjà il m'a dit, il est rentré de mercredi de séance. Non, mais la semaine prochaine, j'y vais pas. Parce que c'était la condition, je travaille. Mais tu es obligé d'aller aux habilités sociales, tu es obligé de voir. Tu as besoin, tu t'en rends pas compte, mais tu as besoin. Alors, oui et non. Il est antisocial. Mais c'est pas grave, il est fait comme ça. Ben, ça, luttez pas. Franchement, luttez pas. Ben, tous les TSA que je connais, introvertis, ils vivent solo et ça leur va bien. Là, les gens, c'est un stress monumental en fait. Donc là, pour le coup. Mais pourtant, il va vers ça. Il va vers les adultes. Oui, voilà. Donc là, moi je vous conseille. Je vous conseillerais de le laisser suivre ce truc-là et de surtout pas lui imposer d'aller à ses ateliers et tout ça. Parce que ça, c'est pas son monde. Donc ça. Parce que j'ai vu des progrès quand même. Le fait qu'il ait des habilités sociales, j'ai vu des progrès de sa façon de parler aux autres, d'être avec les autres aussi. Vous n'aurez pas tout. Ouais. Vous n'aurez pas tout. Et madame vous l'expliquera mieux que moi parce qu'elle vit à l'intérieur, vous n'aurez pas tout. Là déjà, c'est lui faire prendre conscience qu'il est en train de s'autodétruire. C'est pour ça que la semaine du caprice, hier, elle m'a dit la séance, elle m'a dit c'est pas possible, elle n'a pas trouvé une solution parce que là même là. Pareil, le rapport au corps, vous avez essayé, tout ce qui est en lien avec le corps, c'est ce qui marche le mieux, hein. Pas le toucher. Non, mais pas le toucher lui, être en conscience de son corps, l'amener à être en conscience en sophro, voilà. On a fait au tai chi. Ouais. Alors, le premier quart d'heure. Pas penser au tai chi spontanément, c'est ambitieux le tai chi. Oui, voilà, donc j'ai vu qu'il était parti dans la gestuelle, il y avait l'équilibre, c'est des choses que je sais qu'il a besoin. Donc, voilà. Mais à un moment, c'est chaud, hein, à un moment, il a fallu qu'il se touche pour se positionner. Et là, non, là c'est fini. C'est fini. C'est pour ça que moi je pense plus à la sophro, ou des choses comme ça. C'est magique la sophrologie. La sophrologie, c'est le fait de travailler sur sa respiration en fait. Alors de façon très schématique, hein, c'est d'être en conscience, en ancrage sur la respiration. Et c'est aussi de vivre ses émotions grâce à des actions, des images, des visualisations, etc. Vous êtes sophrologue peut-être en formation. Super, donc vous expliquerez mieux que moi, allez-y, je vous en prie. C'est des techniques psychocorporelles qui ne nécessitent pas justement de contact physique. Voilà. Et donc par le biais de système de relaxation dynamique, parce qu'on met aussi en tension musculaire le corps, et la personne doit également faire des exercices de respiration, de visualisation. On l'amène à un état de conscience un peu modifié, mais pas autant que l'hypnose. Voilà, la personne reste tout à fait consciente. Mais en tout cas, elle est dans un état de conscience modifié qui lui permet vraiment d'atteindre un niveau de relaxation optimale et de ressentir tout simplement le corps. Et quand on ressent le corps, on est dans l'instant présent, c'est complètement ancrage qui permet d'oublier le passé et le futur, qui sont des moments en fait des temps de stress. On relie des choses passées le matin ou quand on est dans le futur, dans l'anticipation. Et dans le présent, en revanche, on ne peut être que relaxé, on est c'est ça. Mais quand on est stressé, c'est génial. C'est génial. La psychologie, c'est vraiment super. C'est vraiment super. Enfin, moi, en neurosciences, j'utilise effectivement ce type de technique. Alors, je ne suis pas sophrologue, moi, je suis vraiment sur l'approche neurocognitive et comportementale et je suis travailler sur ces mêmes logiques-là, en fait. Hein, vraiment, respiration, tension du corps, toutes ces choses-là. Et puis après, visualisation et reprogrammation neuronale. Moi, je vais jusque-là. Par contre, je bosse avec une équipe de sophrologues parce que c'est génial. Et justement, pour tous ces enfants qui ne supportent pas d'être touchés, d'être regardés et tout ça, c'est pour moi le bon compromis justement entre l'autre me juge, l'autre veut me toucher, machin, etc. Et ok, je vais quand même essayer. Nous, on a des résultats vraiment super là-dessus. Donc, je pense que ça, il y a besoin de le reconnecter à lui, mais de la façon dont il peut s'accepter lui. Si vous fait une fenêtre comme ça, il ne faut pas la rater cette fenêtre-là. Une proposition, c'est la communication reliance. Oui.
Alors, ça peut expliquer, je vous laisse expliquer. Alors, ça, c'est sur la base de la psychophanie qui a été brevetée par une orthophoniste et en fait, grâce à l'ordinateur, elle rentre en contact avec l'âme, on va dire, de la personne. Après, il faut être ouvert, hein, voilà. Et en fait, chez les TSA, rarement. Hein, oui, mais c'est très, ça touche beaucoup les autistes et en fait, il y a de très bonnes communications avec les autistes et en fait, ils retrouvent une façon d'être entendus d'une autre façon. Et d'autant plus que... Faites-le lire dessus. Ça peut être pas mal. Vous dites, regarde ça. S'il vous plaît, le nom de la technique oui, que vous avez c'est à Blagnac. Ah oui, il y a l'école, la psycho... Et la communication reliance. C'est la même chose que la psychophanie? Alors, à la base, c'était ça aussi, puisque la psychophanie, c'était avec la main sur main. Ouais. Là, c'est avec l'ordinateur. Tester, voyez. De toute façon, encore une fois, il n'y aura pas une recette miracle. Non, voilà. Voilà, et essayez, voyez ce qui lui parle. Ah, mais allez-y, moi j'ai eu, suite au décès de notre maman, j'ai eu des vertiges de ménière qui sont arrivés. Et j'ai été suivie par un ORL de la clinique Pasteur qui m'a envoyé voir une sophrologue et qui m'a guérie. Ah ouais, mais c'est... Alors que incroyable, les vertiges, les acouphènes, etc. Et ouais, en 4 séances. Sans traitement, sans méthode, que de la sophro, ça a été déjà un moment extraordinaire pour moi. Alors la première fois, je l'ai pris 2 premières fois, j'y suis allée d'une semaine sur l'autre, et puis après c'était espacé, mais je savais qu'il fallait que j'y aille, quoi. Je ressentais ça. C'est extraordinaire. Parce qu'à partir du moment où vous vous connectez à votre corps et que vous vous écoutez, ça change tout. Et là, alors, notamment neuroatypique, on a le cerveau qui fonctionne tellement qu'on est complètement coupé du corps. Et pour les autres, autistes, TSA, spectre de l'autisme, il y a cette grande dichotomie où effectivement il n'y a que le mental qui fuse, le corps est coupé, les émotions c'est un désastre ambulant. Donc amener à ça, rien qu'amener au souffle, rien qu'amener à être, c'est-à-dire reste debout, dis-moi debout quoi. Rien que ça déjà c'est hyper important. Avec sa psychomotricienne ils font, parce qu'elle est oui, de yoga aussi. Tout à fait, ah génial. Ils font des exercices de respiration. Et ben, un pas plus loin, je pense que la sophro pourra peut-être l'aider par rapport à tout ça. Et après, dans mes livres, ça non, ceux qui sont dehors, non. Carnet de bord pour une fille pour atteindre ses rêves, non, on est d'accord que non. Peut-être pleinement moi, hypersensible différent et c'est cool. Là, c'est expliquer ce que c'est qu'être atypique et comment on peut mieux vivre. Alors, c'est pas ciblé TSA, c'est vraiment tous les neuroatypiques et hypersensibles et ça donne des outils au quotidien pour mieux vivre. Je sais qu'il marche bien avec les ados, les jeunes adultes. Même les enfants, j'ai une petite de 10-12 ans qui l'a lu et elle a trouvé ça bien. Elle a dit à sa mère que si elle avait lu ça plus tôt, ça aurait été mieux quand même. Moi, je sais que j'ai pris plein d'ouvrages parce qu'ils dévorent les livres. Ouais, mais et continue. Après, voilà, c'est aussi mettez-lui des ouvrages. Il lit l'anglais ou pas? Non. Mettez-lui des découvertes avec les larmes. Mettez-lui des ouvrages aussi qui sont positifs parce que sinon, il va déprimer. Non, non, là, je l'ai caché, c'est le garçon. C'était magique. Voilà, j'ai été obligée de les cacher parce que je sais que c'est quand même dark, là, c'est très... Oui, c'est génial. J'ai été obligée de lui cacher certains livres qu'il lit. Ouais, parce que du coup, ça lui alimente. C'est ça. Donc, tout ce qui était quand même assez négatif. Stephen King, tout ça, on adore. Non, les tout ce qui est nouvelles, c'est dark, voilà. Tout ce qui est écrit des nouvelles. Donc, est-ce qu'il a envie d'être publié? Oui, mais il vient de faire un concours là. Donc je pense génial, ça aussi, ça m'étonnerait. D'ailleurs, le stress de tout ça aussi. Voilà, il y a plein de choses qui sont. Voilà. Et après, voilà, quand il veut lire, il lit. Je veux dire, c'est très. Je vous dirais quand même, et essayez. Et vraiment, le truc, c'est à chaque fois, c'est le ramener à lui. Toi là, qu'est-ce que tu vis? Alors, pas qu'est-ce que tu veux, parce qu'il ne saura jamais vous répondre, mais qu'est-ce que tu vis? Et vraiment être sur cet échange-là. Si vous avez besoin de me contacter, mon mail c'est streetclair@gmail.com, streetclaire@gmail.com. Vous tapez Claire Street sur internet, il y a 3 milliards et de choses qui sortiront. Et donc voilà, est-ce que vous avez passé un bon moment? Ah oui, c'est adorable. C'est hyper important d'organiser des groupes comme ça. Très important. Et n'hésitez pas, entre vous, si vous voulez changer vos coordonnées, je
pas mal. Comme fois impérativement, je partage streetclair@gmail.com. Mon nom de famille, mon prénom, @gmail.com. Merci. Et je vais vous faire l'enregistrement. Hop.